Vous le savez sûrement, mais les relations du Japon avec l'étranger, c'est toute une histoire. Pendant plus de 200 ans, l'archipel s'était isolé du monde extérieur, à quelques exceptions près. On appelle cette politique le sakoku. Et c'est clairement quelque chose qui a influencé le Japon. Ceci dit, il y a fort à parier que la révolution industrielle qu'a connue le Japon durant l'ère Meiji n'aurait pas été la même sans la réouverture du pays aux échanges internationaux. Hello YouTube! Je vous propose de nous intéresser à une époque où la culture japonaise a été bouleversée. Ce mois-ci, on parle du Bakumatsu et du début de l'ère Meiji. Il y avait pas mal de raisons qui ont poussé le Japon à fermer ses frontières. Les Occidentaux étaient considérés depuis bien longtemps comme des barbares. Peut-être parce qu'ils ne mangeaient pas avec des baguettes, ou peut-être aussi parce qu'ils étaient perçus comme des gens qui extériorisent trop leurs émotions. Ou peut-être à cause des conflits religieux qui menèrent à des persécutions violentes, ou encore à cause des esclavagistes qui traitaient les Japonais comme du bétail. Avec une telle image de l'étranger, vous imaginez bien que la question de la réouverture du Japon était un sujet un tantinet sensible. Ceci dit, face à l'influence technologique de l'Occident, le Japon était un peu à la traîne. Les pays colonisateurs continuaient de s'étendre à travers l'Asie en changeant les cultures des autochtones. Et le Japon n'avait qu'une crainte, c'est que sa culture soit écrasée par une grosse machine à vapeur, ou par l'équipage du Commodore Perry, qui donna à peu près pas beaucoup de choix aux Japonais concernant leur politique étrangère. Perry exerce une pression militaire pour que le Japon signe le traité de Kanagawa, puis le traité de commerce des 5 nations qui ouvrait 2 zones portuaires au commerce extérieur. Céder à la pression des flottes étrangères, c'est d'ailleurs ce qui a précipité la chute du shogunat et le retour de l'empereur au pouvoir. Dans ce contexte d'instabilité politique, l'influence des étrangers n'apaise pas les tensions. Qu'à cela ne tienne, si le Japon doit absolument s'occidentaliser, il vaut mieux que ce soit pour garantir son indépendance. La période de fin du shogunat, appelée le Bakumatsu, prépare le terrain pour la politique étrangère à venir, malgré les réserves des conservateurs. Ainsi, l'entrée dans l'ère Meiji marque l'assimilation des techniques industrielles occidentales pour y appliquer un esprit plus japonais. Le gouvernement s'est mis à envoyer beaucoup d'étudiants en Europe pour qu'ils en ramènent un maximum de connaissances. Mais il fallait aussi que le changement se fasse sur place. Du coup, le Japon fit venir des étrangers experts dans leur domaine en les payant très cher. Ingénieurs, architectes, physiciens, chimistes et toute une flopée d'intellectuels ont été missionnés. Ils venaient principalement du Royaume-Uni et de France, mais également d'Allemagne, des US et du Pays-Bas. Ce sont là les pays concernés par le traité des 5 nations. Pour vous démontrer leur influence, prenons pour exemple un petit Français bien de chez nous, Paul Brunat. Ce monsieur était expert dans le domaine de la soie et a concentré ses recherches sur la productivité. Trouver le ver à soie idéal pour maximiser le profit, instaurer des méthodes de production plus rentables et tout le tintouin. Certains considèrent que c'est ce monsieur qui a relancé cette industrie en déclin. Ce schéma-là a été le même pour l'industrie du thé, les techniques de pêche et beaucoup d'autres activités économiques et techniques. Ce qui a permis au Japon d'avoir un retour sur investissement très vite. En somme, c'était une véritable révolution industrielle. Mais comme beaucoup de Japonais le craignaient, ces consultants étrangers ne sont pas venus qu'avec leur petit guide de la croissance économique. Certains étaient venus pour rester et ont apporté toute une culture avec eux. À commencer par la bouffe. Des restaurants occidentaux ouvraient régulièrement dans les villes d'expatriés et en général, c'était pour la haute. Et devinez ce qu'ils y mangeaient? Du steak. Et autant au début certains Japonais trouvaient ça bof de manger de la viande rouge, autant ils ont vite assimilé ça à un luxe réservé à l'élite. Beaucoup de plats que nous consommons aujourd'hui en tant que plats japonais sont considérés comme des plats étrangers par les Japonais. C'est toute une catégorie de recettes qu'on appelle yoshoku. Le omurice est un yoshoku, le curry japonais est un yoshoku, le tonkatsu est un yoshoku. Pour que vous compreniez, c'est un peu comme le riz cantonais chez nous.
Grosse news les gens, les Cantonais savent pas ce que c'est que du riz cantonais. Arrêtez de leur demander la recette. Ouais, excusez-moi, je sais pas ce qui m'a pris. Mais sérieux, arrêtez. Autre spécificité amenée par les consultants étrangers, un tout autre système monétaire. Fini le système trimétallique, fini la production de pièces à l'ancienne, et surtout fini le contrôle du shogunat sur la banque. Le Japon commence à utiliser un autre système venu de l'extérieur. Et s'il faut reconnaître au régime précédent qu'il a réussi à stabiliser l'économie avec une devise unique, se caler sur l'échelle internationale, c'est un niveau au-dessus. Au début, les devises étrangères ont permis de faciliter les échanges avec les commerçants occidentaux principalement. Après, je suis pas une experte en économie, mais utiliser de la monnaie étrangère pour gérer ta propre économie, je suis pas sûre que ce soit bon signe. Surtout quand t'as genre 3 ou 4 devises différentes. Fort de son apprentissage auprès des pays consultants, le Japon créera une nouvelle devise après le Bakumatsu. Cette devise incorporera de nouvelles méthodes de production pour limiter la falsification et accompagner la croissance du pays. Sa valeur sera calée sur le cours de l'or, à l'international pour les transactions d'import et export. Et attention, grosse nouveauté, le Japon entre dans l'ère de la monnaie papier. Ça veut dire qu'on a aussi des billets maintenant. Cette devise, c'était la première forme du yen, une monnaie que tout le monde connaît aujourd'hui. Tout ça pour dire que beaucoup de choses ont changé. Comme les services postaux, tiens. Vous saviez qu'ils ont instauré l'utilisation du timbre sous Meiji? Bon, et puis l'armée aussi a changé. Ils n'avaient pas envoyé les étudiants à l'étranger pour étudier la faune, mais plutôt pour qu'ils ramènent des avancées militaires. Mais c'est pas le sujet que j'ai envie d'aborder. Au-delà des tensions militaires et politiques, c'est surtout la vitesse du développement économique qui en aura déboussolé plus d'un. Ce boom se concentrait principalement dans les zones portuaires concernées par le traité de commerce des 5 nations. Ces 2 ports sont Nagasaki et Yokohama. C'est d'ailleurs dans Yokohama et dans ce contexte que se déroule le jeu éponyme. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. L'ère Meiji, c'est un sujet complexe et on l'a vraiment effleuré. Mais sur les thèmes abordés par le jeu Yokohama, je pense qu'on a apporté de bonnes bases. En tout cas, merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Et sur ce, je vous dis à très bientôt.